7h44 sur France Culture. Affirmer comme beaucoup le font aujourd'hui que le climat politique qui règne en Europe, on vient d'en avoir une traduction avec ce qui se passe à Chypre, affirmer que ce qui se passe aujourd'hui nous renvoie aux heures sombres de notre passé continental, voilà qui n'a pas grande originalité. Crise économique et sociale, défiance à l'égard des partis traditionnels, adhésion à des discours d'exclusion, dès lors qu'on fait le choix de regarder en arrière, tout nous ramène vers les années 30. Et jusque-là, personne n'avait vraiment songé à creuser beaucoup plus profond dans notre histoire commune. Personne, jusqu'à ce que David Engels, notre invité ce matin, ait une sorte d'illumination. Et si les soubresauts actuels de l'Union européenne n'étaient rien d'autre qu'une redite de la chute de la République romaine. Alors, David Engels, il faut le dire, est bien placé pour tenter la comparaison. Il est titulaire de la chaire d'histoire romaine de l'Université libre de Bruxelles. Et dans un livre mal intitulé « Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine », publié aux éditions du Toucan, il dresse une série d'analogies entre Rome avant l'Empire et l'Union européenne avant le pire. L'une comme l'autre ont traversé hier ou traverseraient aujourd'hui une grave crise d'identité, manque de repères culturels, ouverture aux autres mal maîtrisée. Rome s'en est sortie en renonçant à la République pour se livrer à Octave, qui deviendra le premier empereur sous le nom d'Auguste. L'Europe, nous dit ce jeune historien, n'a pas d'autre alternative. Elle doit se transformer en un pouvoir plus fort, plus centralisé, moins démocratique, sinon ce sera l'implosion en une multitude de micro-États dominés par le nationalisme, voire pire, le régionalisme. Alors inutile de préciser que la lecture de cet ouvrage, souvent dérangeant, ne laisse pas indifférent. C'est dire à quel point je suis ravi de recevoir ce matin David Engels. Bonjour. Bonjour. Historien donc, par ailleurs rédacteur en chef de la revue d'études latines Latomus. Alors vous savez, quand je lis les ouvrages des invités, j'ai tendance à annoter beaucoup, et quand je suis surpris, interpellé, voire interloqué, je mets beaucoup de points d'exclamation, et je crois que grâce à vous, j'ai battu mon record de points d'exclamation dans votre livre. Je disais au tout début, il est mal nommé Le déclin. Moi, je l'aurais plutôt appelé, alors si je peux me permettre, c'est trop tard de toute manière, mais j'aurais plutôt appelé La dérive d'un continent, puisque vous y expliquez comment une société, en perdant ses repères, se précipite, alors non pas vers sa perte, ce qui serait le déclin, mais vers un système qui nie les valeurs d'ouverture sur laquelle elle a été bâtie. Oui, tout à fait. Merci tout d'abord pour l'invitation de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Effectivement, le livre est un peu mal intitulé. J'espère que mon éditeur m'entendra, parce que le titre original avait été Demain l'Empire. Donc, t'as craché de presse, il a. Voilà, qui allait un petit peu aussi dans le sens de votre intervention. En effet, déclin dans le sens d'un déclin maintenant de valeurs démocratiques, de valeurs libertaires, ce genre de choses-là. Oui, là, déclin, mais pas un déclin au long terme de l'Europe. Et donc, très clairement, le livre n'est pas un livre eurosceptique, mais tout au contraire. Oh, ça, on verra. Dans la suite de la discussion, j'ai peut-être quelques limites à proposer à ce que vous venez de dire. Alors, on va examiner dans la première partie de cet entretien les analogies que vous faites, mais juste avant, pour qu'on comprenne bien quelle est d'une certaine manière la thèse, et qui est aussi la thèse finale de votre ouvrage. Vous dites, en gros, il y a deux choix qui s'offrent à l'Europe aujourd'hui. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. C'est soit une forme de balkanisation, c'est-à-dire l'Europe implose et on a des micro-États qui se referment sur eux-mêmes et qui perdent toute influence. Soit l'Europe, comme ce fut le cas pour la République romaine tardive, c'est-à-dire les dernières années de la République romaine, soit elle devient un empire, ce qui suppose un renoncement à une partie de l'exercice démocratique. Oui, tout à fait. Évidemment, comme vous l'avez déjà fait aussi, j'insisterai vraiment bien sur le titre, qu'il s'agit là de la chute de la République romaine et donc pas de l'Empire romain. Donc on n'est pas maintenant dans l'idée d'une invasion de barbares comme ça fait au 5e siècle, mais plutôt vraiment de cette transition d'un État républicain, vaguement démocratique, vers un État beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus centralisé. Et alors que dans la majeure partie du livre, j'essaye d'esquisser les parallèles entre la crise actuelle, qui est surtout une crise identitaire de l'Union européenne, et les différents facteurs qui ont amené la transformation de la République en empire. À la fin donc du livre, dans les dernières pages, j'esquisse quelques perspectives futures, expressément mises en italique aussi, pour justement exprimer cette thèse que vous venez de résumer, c'est-à-dire que, grosso modo, si l'Union européenne continue à se développer en analogie avec la fin de la République romaine, il y a effectivement presque aucun choix à
à part une centralisation beaucoup plus forte et une perte de valeurs démocratiques en faveur d'un État impérial, entre guillemets, en tout cas autoritaire. Perspectives qui n'ont pas grand-chose de réjouissant. C'est un petit peu comme quand on propose la peste ou le choléra. Tout à fait, comme ce qu'on propose aux Chypriotes pour le moment. C'est un peu ça aussi. Voilà, c'est vrai que l'actualité chypriote nous ramène justement, il ramène votre livre dans une actualité absolument brûlante. Alors je le disais, vous avez procédé pour ce livre par analogie historique où vous comparez une période actuelle, donc l'Union européenne, c'est-à-dire construction qui existe depuis une soixantaine d'années, à la République romaine tardive. Alors pour ceux qui ne seraient pas, par exemple, collégiens en 6e et qui étudieraient cette année ce que fut Rome, et notamment la République romaine tardive, ça va de quand à quand? Je dirais de la crise des Gracques, donc dans les années 130, avant notre ère, jusqu'à, si on veut, jusqu'au deuxième triumvirat, ou surtout jusqu'à l'avènement d'Auguste, ou plus tard en 27. Donc cette centaine, ce siècle entre ces deux événements, et qui est marqué par des guerres civiles incessantes, mais surtout un débat politique tout à fait fascinant dans notre témoignage principal. Notre témoin principal est évidemment Cicéron, mais aussi beaucoup d'autres auteurs. Oui. Et à quel moment vous êtes rendu compte qu'il y avait des analogies frappantes entre ce que était la situation de cette République romaine sur sa fin et la crise actuelle de l'Union européenne? C'est en cherchant expressément justement ces analogies-là, ou c'est un peu le hasard qui vous y a conduit? Depuis toujours, j'ai été assez intéressé aux analogies qui peuvent exister entre le développement de différentes cultures, ce qu'on appelle la morphologie historique, c'est-à-dire de voir en quoi une culture comme celle de l'Antiquité, la culture européenne, la culture chinoise, indienne ou autre chose, peuvent avoir des développements similaires. Et donc ça m'avait toujours un peu intéressé. Au fond, le sujet ne m'a jamais vraiment lâché. C'est juste dans les dernières années que, suite à une conférence que j'ai pu donner un jour, j'ai eu l'occasion d'approfondir un peu cela et que j'ai remarqué vraiment que ces analogies dont j'étais toujours plus ou moins convaincu, mais d'une façon plutôt intuitive, pouvaient vraiment s'exprimer d'une façon quasi scientifique en comparant statistiques et témoignages des sources. Mais est-ce que le risque pour l'historien n'est pas de trouver ce qu'il cherche? À partir du moment où vous êtes convaincu qu'il y a des analogies historiques, est-ce que vous n'allez pas écarter celles qui iraient à l'encontre de votre thèse, comme quoi on est à peu près dans une période similaire, et puis ne garder que ce qui permet d'alimenter la thèse? C'est toujours un risque pour l'historien, évidemment, de se retrouver dans ce genre de cercle. Alors vous l'avez évité comment, vous? C'est-à-dire jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vraiment vu des situations non analogues. Bon, il y a évidemment le développement technologique qui est une des différences entre les deux, mais c'est pas nécessairement un facteur de crise fondamental. Au contraire, on pourrait dire que même en dépit des différences très claires entre l'Antiquité romaine et le monde technisé, on voit que néanmoins il y a de façon sous-jacente un dynamisme tout à fait parallèle. Et donc jusqu'à maintenant, je ne vois pas encore vraiment quelle analogie ne puisse pas fonctionner. Donc. Alors on va voir celle qui fonctionne a priori. La montée des votes populistes, par exemple. Ça, c'est une véritable analogie, c'est-à-dire lorsque un certain nombre de généraux romains reviennent de guerre et puis n'ont pas la place qu'ils souhaiteraient, ils vont se retourner vers le peuple, création des populismes, et là, c'est une première comparaison qu'on peut faire entre cette République romaine tardive et puis ce qui se passe dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Tout à fait. Entre autres, d'ailleurs, moi j'ai essayé de structurer le livre selon une douzaine d'indicateurs identitaires fournis d'ailleurs par l'Union européenne, par l'Eurobaromètre. Donc au fond, je n'ai pas choisi moi-même les analogies qui m'arrangeaient, mais je me suis vraiment basé sur une liste presque imposée par cette institution statistique. Et puis alors j'ai essayé systématiquement pour chacun de ces référents identitaires de voir quel peut être le parallélisme, quel pourrait pas, ou quels pourraient être des différences. Ouais. Donc montée des populismes, il y a d'autres thèmes effectivement sur lesquels vous essayez de filer cette comparaison. Baisse de la natalité, montée de l'individualisme. Le problème de l'immigration, l'identité religieuse, le phénomène aussi de mondialisation, l'immobilisme politique qui s'accompagne d'une certaine montée de technocratie, le déficit démocratique, la crise aussi des valeurs traditionnelles, ce genre de choses-là. Donc une douzaine de référents qui me semblent structurer ces analogies. Alors montée de l'immigration par exemple.
Oui, tout à fait. Donc à Rome, on observe aussi depuis la fin du IIe siècle et surtout durant le premier siècle une immigration de plus en plus massive, à la fois d'Italiques évidemment qui vont à Rome pour profiter notamment aussi d'un système embryonnaire d'assistance sociale, mais aussi de plus en plus une immigration à la fois de personnes venant de l'Orient de l'Antiquité, donc de Syrie, d'Égypte, d'Asie mineure, même plus loin, et immigration aussi par l'affranchissement d'esclaves qui viennent aussi très souvent donc des confins de l'Empire et qui à la fin dominent tellement aussi la population romaine que des contemporains s'en plaignent et disent maintenant à Rome au fond il ne reste plus de Romains. C'est ce qui est un petit peu troublant dans votre livre, je dois dire, David Engel, c'est ce qui fait parfois tiquer, c'est que donc vous expliquez qu'à cette époque-là, d'une certaine manière, au bout d'un moment, les Romains ne se sentent plus vraiment chez eux, et que c'est aussi un petit peu le cas des Européens qui aujourd'hui ne se sentent plus chez eux, et qu'ils auraient peut-être intérêt à être moins ouverts à l'extérieur. Alors même si c'est l'historien qui parle, c'est quand même ce que l'on retient en lisant toute la partie qui justement traite de ces analogies. Oui, ça ce serait évidemment l'interprétation de la part du lecteur. De mon côté, en tant qu'historien, j'essaie vraiment d'esquisser les témoignages des anciens avec ceux des modernes. Donc c'est les anciens, c'est Juvénal, c'est Cicéron, c'est Tite-Live, c'est d'autres auteurs qui nous disent que les Romains ne se sentent plus à Rome. Et c'est les statistiques actuelles qui nous montrent que les Européens ne se sentent plus chez eux et qui critiquent évidemment en large partie l'immigration. Il y a plus de 50% des Européens qui trouvent que l'immigration n'apporte rien, entre guillemets, à l'Union européenne. C'est un résultat de sondage, hein, c'est pas moi qui le dis, je le trouve aussi déplorable au fond que beaucoup d'autres. Et ce que je dis, c'est que à Rome, en tout cas, un des effets de ce genre de tendance-là fut l'institution d'un régime de plus en plus traditionnaliste, conservateur, comme le fut le régime augustin. Et si les analogies fonctionnent, c'est ce qui nous attendrait. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis juste que dans la poursuite de cette dynamique d'analogie, c'est ce qui se passera ici. Je n'aimais pas nécessairement mon avis, mais je le considère comme inévitable. Alors, autre analogie, il y a beaucoup d'extraits, c'est vrai, quand on lit les textes qui datent de cette période-là de la République romaine tardive, c'est assez troublant là aussi, parce que certains textes ont l'air d'être presque écrits pour eux aujourd'hui. Par exemple, un texte de Galien qui évoque l'individualisme, la montée de l'individualisme qui va à l'encontre d'une forme de solidarité, qui dit ceci: à Rome, on trouve une spécificité n'existant pas dans d'autres villes. Si quelqu'un meurt, même les voisins ne le savent pas, ni de quelle manière il est mort, ni quel médecin l'a traité. La raison découle de la grandeur de la ville et du nombre de ses habitants. C'est un texte qui pourrait totalement coller à notre époque actuelle. On va poursuivre cette conversation avec vous, David Engels, qui publie Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine aux éditions du Toucan, livre dans lequel il nous explique que si l'on veut savoir ce qui va nous arriver à nous, Européens, il serait intéressant de regarder ce qui s'est passé pour la République romaine, laquelle s'est transformée en empire suite à une forte crise identitaire, le manque de partage de valeurs spécifiques et communes. Et c'est justement l'objet de votre chronique ce matin. Brice Couturier, bonjour. À propos d'un livre que vous avez beaucoup aimé, c'est pas trahir un secret. Oui, Hervé, j'en avais déjà parlé dans ma petite chronique qui s'appelle L'Hebdo des idées il y a 3 semaines. Il m'avait paru effectivement très important. Quelles semblent loin, Hervé, les années 80 ? À cette époque, les peuples européens séparés en 2 entités politiques ennemies par le rideau de fer aspiraient convulsivement à se retrouver. Tandis que de notre côté du mur progressait l'intégration et le bien-être, de l'autre, les dissidents protestaient que leur pays appartenant culturellement à l'Europe et non à la civilisation soviétique avait été kidnappé, selon l'expression de Milan Kundera. Et oui, jeunes gens, l'Europe apparaissait alors comme un idéal désirable. Malgré les miradors, les Vaupaux et la censure, les idées circulaient entre intellectuels européens dans la fièvre d'une semi-clandestinité, grâce à des revues comme Lettres internationales. Les colloques et les essais consacrés à l'identité européenne fleurissaient. Lorsque le rideau de fer fut enfin abaissé, un peu par surprise, nous vécûmes un moment d'euphorie qu'il est devenu très difficile de communiquer aux générations nées depuis lors. Nous célébrâmes sur le mur de Berlin, symbole de l'asservissement de l'autre Europe, nos retrouvailles dans la paix et la liberté reconquises. Des intellectuels américains, comme William Pfaff, on l'oublie, écrivirent que le temps des Européens était venu, que leur système d'intégration régionale était un tel succès que le monde entier devrait s'en inspirer.
On allait voir ce qu'on allait voir. Bien des ex-68ards, je peux en témoigner, réinvestir dans ce nouveau combat, faire l'Europe, les réserves d'enthousiasme qu'ils avaient sauvegardées. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Pourquoi l'année 1989 semble-t-elle aussi lointaine ? Aujourd'hui, l'Union européenne est un machin lointain, une institution dépolitisée fonctionnant de manière impersonnelle selon les procédures d'un droit qui s'épaissit sans cesse, un marché bien réglementé surveillé par une bureaucratie tatillonne. Le peuple européen se rêve de 1989, il n'a jamais vu le jour. Et c'est logique, les responsables politiques n'ont cessé de fuir la question « Qui sommes-nous » ? À cette question a écrit un jour le philosophe Pierre Manant, l'Europe, je le cite, l'Europe essaie d'échapper à l'obligation de répondre en se cachant dans la foule, en se transformant en foule. La directrice d'une publication consacrée à l'Europe, que je consultais en rentrant de Pologne, me confia « Ce qui m'intéresse surtout dans l'Europe, c'est l'autre ». De l'autre côté, on n'avait pas ces pudeurs, on avait payé au prix fort le droit de rentrer en Europe, de rentrer chez soi, comme disait Adam Michnik, le dissident. Sur les billets de banque des nations du monde entier figurent les monuments où le peuple a inscrit son âme, les gloires nationales qui l'ont façonné. L'Europe, patrie de Léonard de Vinci, Cervantes, Montaigne, Erasme, Copernic, Shakespeare, Newton, Rembrandt, Mozart, Kant, Goethe, Proust, a si peur d'être jugée arrogante qu'elle fait figurer sur ses billets des ponts et des fenêtres. Elle professe le respect maniaque de l'identité des autres, mais n'assume pas d'en avoir une elle-même. Tout peuple qui se reconnaît dans ces idéaux bien vagues, qui sont la démocratie, les droits de l'homme, la libre concurrence non faussée, a, paraît-il, vocation à rentrer un jour dans l'Union européenne. Alors, quelle différence avec les Nations unies ? Pourquoi les Européens se montrent-ils incapables d'affirmer l'existence de leur civilisation, a écrit Elie Barnavi ? La Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, ces nations immenses, affirment sans complexe leurs ambitions. Les Européens, sur le déclin, s'excusent de leur passé, s'excusent d'être encore là. S'il plaît aux barbares de vivre au jour le jour, nos desseins à nous doivent envisager l'éternité des siècles, disait Cicéron. Les Romains avaient au moins pour eux l'orgueil de la puissance. En cela, du moins, nous ne sommes guère leurs héritiers. Dites donc, Brice Couturier, j'ai l'impression que vous avez écrit avec David Engels son livre. C'est vrai qu'on a presque l'impression de vous lire. David Engels, vous partagez l'analyse que fait Brice Couturier, notamment le fait qu'il manque à l'Europe aujourd'hui des éléments d'identification suffisamment forts et suffisamment spécifiques pour échapper à cette crise d'identité dont vous parlez dans votre livre. Oui, tout à fait. Donc, je suis très heureux aussi de voir qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Effectivement, l'Union européenne est en crise et c'est surtout intéressant de voir aussi déjà l'étymologie du mot crise. Le crisis, qui est un terme médical au fond en grec, qui veut dire que c'est le moment culminant d'une maladie où va se décider le sort du malade, si soit il va mourir, donc la dissolution de l'Europe si on veut, plus ou moins, ou alors s'il va s'en sortir, mais comme dans beaucoup de maladies mortelles, même si on s'en sort, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. L'Europe qui sortira de cette crise, tout comme le malade qui sort d'une maladie mortelle, ne sera plus jamais le même. Donc on est au fond à ce moment charnière. C'est ça que veut dire le mot crise aussi, que tout le monde utilise souvent sans vraiment se rendre compte de ce que ça implique. Ça implique vraiment, en tout cas pour nous, un moment historique on peut détailler la nature de cette crise. Panem et Circenses, vous dites une bonne partie de la population romaine en fait ne travaillait plus, était entretenue, on devait leur fournir, en fait le cinquième de tout le blé produit dans l'Empire romain était consacré à des distributions gratuites, et puis il y avait les jeux qui étaient organisés, et ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Tout à fait. Une bonne partie de la population est maintenue hors de l'emploi par un chômage extravagant et est obligé de survivre de subsides médiocres et de distraction. Et est maintenu aussi en dehors de la possibilité de participation politique par un régime qui se dit démocratique, tout comme se disait aussi encore la République tardive à Rome, mais qui laisse effectivement pas une place directe pour le citoyen de pouvoir s'exprimer et de façonner maintenant l'institution qui devrait être la plus importante, c'est-à-dire l'Union européenne, qui devrait être théoriquement beaucoup plus importante encore que les différents États-nations qui la composent, si tout le monde veut survivre. On citait un certain nombre d'analogies tout à l'heure dans la première partie de l'entretien. Je voudrais citer un autre extrait de votre livre. C'est un texte de Tacite qui dit «
Autrefois, dans chaque famille, le fils né d'une mère chaste était élevé, non pas dans la chambre étroite d'une nourrice achetée, mais dans le sein et les bras d'une mère, qui faisait avant tout sa gloire de rester chez elle et d'être l'esclave de ses enfants. Aujourd'hui, au contraire, aussitôt né, l'enfant est abandonné à je ne sais quelle servante grecque. Alors, si on remplace grec par les nounous, notamment peut-être africaines, là encore, c'est vrai que ça colle à ce que vous essayez de décrire, David Engels, à propos de cette crise. Quand on parle de crise aujourd'hui en Europe, on parle avant tout d'une crise économique. Vous dites non pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle n'est pas la plus importante, que la crise avant tout que connaît l'Europe, c'est une crise d'identité. Tout à fait. À mon avis, la crise économique, aussi grave qu'elle soit, pour évidemment la majorité de la population, est quand même un facteur, un épiphénomène au fond d'une crise identitaire latente qui existe déjà au fond depuis la fondation de l'Union européenne, qui exprime d'un côté les différentes chances qu'a passé l'Union européenne, mais qui correspond aussi à un moment dans l'évolution de la culture européenne inévitable, et qui trouve aussi ses analogies avec le développement romain, où là aussi, au 1er siècle avant notre ère, on est dans une crise identitaire massive. Ah ben, vous allez même plus loin, David Engels, à propos de cette crise d'identité. C'est-à-dire, non seulement vous dites que l'Union européenne n'a pas réussi à juguler cette crise, mais que l'idée même et l'existence même d'une construction européenne est le signe de l'existence d'une crise d'identité. C'est-à-dire, sans crise d'identité, en gros, il n'y avait pas besoin de construire l'Union européenne. C'est ça qu'il faut comprendre ? Oui, aussi, tout comme au fond la constitution de l'Empire romain, ou en tout cas l'adhésion des différentes provinces, des différents États de la Méditerranée, parfois de leur propre volonté, à l'ensemble étatique romain, exprime la baisse aussi de leur sentiment régional, national, qui devient plus faible, je dirais, qu'une volonté d'adhérer à un gros ensemble général. Et au fond, c'est ce qu'on voit aussi au XXe siècle, la construction de l'identité ou de l'Union européenne est en elle-même aussi un facteur ou un signe de la crise de l'État national qui perd de plus en plus son attractivité. Et vous allez très loin dans cette voie, ça m'a fait un petit peu bondir. Alors, encore une phrase de votre livre, hein, vous écrivez « Trouver des solutions à la crise d'identité européenne sera la clé de notre avenir ». Bon, jusque-là, tout va bien. Il s'agira de décider si le continent peut redevenir, après 65 ans d'agonie politique, un acteur important ou s'il reste une zone de libre-échange en pleine décrépitude. C'est-à-dire que pour vous, la construction européenne, l'histoire de l'Union européenne, c'est 65 ans d'agonie politique ? Je ne dirais pas que les 65 ans d'agonie politique sont maintenant la suite de la construction européenne. Oui, mais ça colle exactement justement à l'existence de l'Union européenne quand même, hein, vos 65 ans. Oui, d'accord, si on veut, mais je crois que les deux l'un va avec l'autre. C'est cette mauvaise conscience à laquelle faisait justement allusion Brice Couturier, hein, cette mauvaise conscience perpétuelle des Européens qui s'excusent pour leur histoire, qui s'excusent pour le colonialisme, qui s'excusent pour les croisades, pour leur religion, un peu pour tout, et qui sont, à mon avis, plus ou moins les seuls le monde à s'excuser de perpétuellement, et qui se sont tout à fait retractés derrière leurs murs européens, qui ne sont plus un acteur politique mondial et qui donc laissent passer aussi des chances qui pourraient à la fois fortifier leur identité mais aussi leur situation économique. Quand on voit les États-Unis qui sont un global player massif, qui sont présents aussi militairement partout dans le monde, et bien si leur économie est encore vaguement fonctionnelle et trouve des bons résultats de la part des différentes agences de notation, c'est pas parce qu'elle est en très bon état au fond, mais que personne n'oserait aussi disqualifier les États-Unis, dont quand même la majorité de la dette publique est même aux mains des Chinois et du monde du reste du monde. Oui, mais en même temps, ce que vous dites dans votre livre, David Engels, c'est que une identité collective ne peut pas procéder d'une construction politique. Soit elle est là, soit elle n'y est pas. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas d'identité européenne, quel intérêt à chercher à tout prix à vouloir la refonder dans la mesure où elle ne peut pas procéder d'une construction politique ? Comment est-ce qu'on fait pour la recréer, cette identité collective européenne ? Oui, je crois que l'absence d'identité européenne qu'on constate maintenant est surtout due à l'universalisme qui est au fond au cœur de cette construction des idéaux prônés par la Commission et les autres institutions européennes, ce qui est évidemment bien compréhensible après les guerres mondiales et surtout avec aussi le triomphe de cette idéologie du 19e et surtout au 20e siècle. Sur cette base-là, il est effectivement impossible de construire une identité
identité européenne, parce que d'emblée, cette base de départ, elle est fausse. Une identité européenne en tant que telle, elle est certes affaiblie, mais elle existe dans le sens d'une identification avec le passé européen, et pas un rejet global de tout ce qui nous a caractérisé les derniers siècles. Mais pardonnez-moi, les idées universalistes, elles sont présentes dans le monde entier aujourd'hui, enfin, en tout cas dans une partie de plus en plus importante de la planète. Donc on pourrait se dire que les valeurs européennes se diffusent, au contraire, loin d'être en perte de vitesse, au contraire, elles deviennent universelles. Donc c'est ce qui pourrait faire la force de l'Europe. Je ne crois pas que c'est des valeurs européennes qui sont devenues universelles. Je crois que l'Europe a vécu au 19e et surtout au 20e siècle une phase d'universalisme, tout comme à Rome on connaît aussi au 1er siècle avant notre ère un universalisme dont Cicéron se fait par exemple l'un des grands interprètes. C'est un moment, je dirais, prédéterminé dans l'histoire des différentes cultures et qui veut que, relativement vers la fin, il y ait cette ouverture, il y ait cette abnégation de son propre passé traditionnel, il y ait cette ouverture très louable vers l'extérieur, mais qui, dans une situation de menace perpétuelle à la fois de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, va forcément mener à un moment ou à un autre sur un repli identitaire vers un certain conservatisme tel que l'a connu Rome après l'avènement d'Auguste. Brice. Alors David Engels, vous êtes belge, vous êtes un des grands historiens, malgré votre jeune âge, un des grands historiens de la Rome actuelle. Vous êtes connu comme tel. C'est parce qu'il a dit du bien de votre billet, Brice, non, ça n'a rien à voir, c'est parce que je l'ai lu sur Internet, et je sais que vous êtes apprécié non seulement en Belgique, que vous enseignez, mais aussi en Allemagne. Or, en fait, je pense, quand je vois les références de votre livre, que vous êtes beaucoup plus de culture germanique que de culture francophone. La plupart de vos références sont germaniques. Or, précisément, vous évoquez un moment dans votre ouvrage un débat qui a eu lieu en Allemagne, qui est persistant, le débat autour de la Leitkultur. Or, à mon avis, il est central pour la question de l'identité. La Leitkultur, ça ne veut pas dire la culture dominante, ça veut dire la culture conductive, celle qui permet aux autres de s'identifier. Or, moi, il m'a toujours semblé que pour un immigrant venant du monde entier, il était beaucoup plus facile de s'identifier avec une culture européenne qui était à l'époque, comme je le disais, dans les années 80, en construction, dans les limbes, qu'avec des cultures nationales avec lesquelles, par définition, surtout quand on est algérien, si vous voyez ce que je veux dire, il y a des tensions historiques, il y a un passé qui fait obstacle à une intégration pleine et entière. Parce qu'il est difficile de s'identifier avec un peuple avec lequel on a été en guerre. Par contre, l'Europe avec ses idéaux universalistes, effectivement, était un idéal, une citoyenneté qui était plus facile d'épouser. Donc, cette Leitkultur européenne, comment se fait-il qu'elle soit aujourd'hui, elle fasse l'objet d'un rejet et d'une culture de l'excuse, alors qu'elle aurait pu permettre une intégration harmonieuse des immigrations, des vagues d'immigration que nous avons connues au cours des 30 dernières années. David Engels, et peut-être que les analogies avec la période de la République romaine vous permettra de répondre à la question de Brice Couturier. Oui, certainement, je suppose. Oui, tout d'abord, par rapport à votre première remarque, effectivement, je suis belge de germanophone, donc l'allemand est ma langue maternelle, et donc, vu que j'ai fait aussi ma thèse en Allemagne, ça explique pourquoi la plupart de mes références, au fond, et puis proviennent souvent. Les grands historiens de l'Antiquité romaine ont été au 19e comme au 20e siècle plutôt des Allemands que des Français. Mais enfin, disons ça discrètement parce qu'on va fâcher des gens. Disons que l'Allemagne était très forte dans les sciences antiquisantes du 19e siècle. Oui, tout à fait. Oui, en ce qui concerne la Leitkultur, je crois qu'il faut vraiment différencier les valeurs européennes et les valeurs universalistes. Si l'Union européenne voulait devenir le noyau d'un État-monde, donc un genre de deuxième nation unie, des valeurs universalistes, universelles, seraient certainement les bienvenues. Vous aviez fait d'ailleurs tantôt aussi la différence vous-même. L'Union européenne n'est pas censée devenir les Nations unies. L'Union européenne doit se contenter ou veut se contenter d'une façon ou d'une autre au continent ou aux Européens, tout en ne sachant pas vraiment encore ce que ça veut dire. Et donc, d'un côté, évidemment, des valeurs universalistes qui sont aussi inscrites, forcément, dans notre histoire au 19e et 20e siècle, peuvent, en théorie, sur le papier, paraître comme des bons référents identitaires pour permettre l'intégration d'immigrés. Et néanmoins, on voit que, visiblement, un grand nombre d'étrangers ou d'immigrés, souvent aussi d'autres religions que chrétiennes, ont des difficultés, justement, d'accepter aussi cet universalisme qui s'accompagne à la fois d'un certain idéal démocratique, d'une certaine situation de la femme, d'une certaine conception de l'égalité sociale, politique, ethnique ou autre chose. Laïcité aussi.
Pardon ? La laïcité. La laïcité aussi, également, tout à fait. Est-ce que ça veut dire, David Engels, que de votre point de vue, il faudrait redéfinir des valeurs spécifiques à l'Europe et que cette redéfinition permettrait peut-être d'intégrer beaucoup mieux les gens qui viennent de l'extérieur? Et ce serait quoi ces valeurs spécifiques à l'Europe? Une fois de plus, je ne suis pas politicien, je suis historien. Vous n'êtes pas politicien, sauf que dans le tout dernier chapitre de votre livre, David Engels, alors c'est écrit en italique pour dire, ah oui, allez, là je suis plus historien, je fais un petit peu de politique. Mais vous en faites quand même, et c'est toujours le même David Engels, donc vous êtes un historien qui mouille le maillot, si j'ose dire. Hein. Oui, c'est-à-dire j'essaye de montrer ces analogies et à quoi mèneront ces analogies si on peut les poursuivre. C'est un jeu, je dirais, d'hypothèses historiques qui, à mon avis, vont amener un certain futur. Si on est pour ou si on est contre. Je suis assez déterministe dans ma conception de l'histoire, comme vous l'aurez remarqué. Ce qui ne veut pas dire que, personnellement, je trouve que les choses qui vont se passer vont nécessairement être très gaies pour nous tous. Et donc, effectivement, je crois que, non pas qu'il faut redéfinir une identité européenne sur base de valeurs traditionnelles ou traditionnalistes, disons-le comme ça, mais qu'on va redéfinir cette identité européenne de toute manière. À mon avis, ça va se passer, ça s'est passé à Rome, nous sommes vraiment en bonne voie pour le faire. Valeurs européennes, vous avez posé la question, lesquelles? Ce sera un regain, par exemple, du religieux, qui est inévitable et qui, qu'on va par exemple aussi aux États-Unis, c'est une autre situation de la famille, par exemple. Ce sera un regain d'idéaux traditionnels à ce niveau-là. Et ça s'est passé à Rome. Ça s'est passé à Rome. Le retour du religieux ou le regain du religieux. En tout cas, à Rome, ça a été imposé, je dirais, d'un côté par le pouvoir augustéen, par cette idéologie qui s'est mise en place, mais ça rejoignait aussi le souhait d'un grand nombre d'intellectuels tels que Cicéron, qui ne cesse pas, durant les dernières années de sa vie, de déplorer justement ce manque d'identité et d'appeler à un retour des valeurs traditionnelles romaines. Oui, mais les Romains avaient une religion civique. Le christianisme, ce n'était pas le cas du christianisme européen. Le christianisme peut redevenir une religion profondément civique quand on voit la place qu'occupe par exemple le christianisme aux États-Unis, où là aussi il est déjà en très bonne voie de devenir ou d'être une religion d'un côté politisée et d'un autre côté largement dénuée, je dirais, d'un véritable débat politique, ce qu'on appelle comme le deviendra plus tard aussi le culte impérial, qui n'est pas nécessairement une religion à laquelle on croit, mais tout simplement qu'on exerce parce que ça fait partie du fait d'être romain, parce qu'il faut le faire, parce que les ancêtres l'ont fait, où on ne se pose pas la question, est-ce que cette religion est vraie ou ne l'est pas? Alors je ne sais pas comment aurait été positionné Cicéron sur l'échiquier politique s'il avait vécu à notre époque, mais le fait de vouloir absolument redéfinir, voilà, sans doute, c'est là que je voulais en venir avec vous. Il a tourné sa chemise tellement de fois. C'est-à-dire que voilà, vouloir absolument aussi redéfinir des valeurs exclusives à l'Europe, c'est un discours qui, aujourd'hui, quand il est porté, est essentiellement porté par des partis, même plus qu'à droite, d'extrême droite. Aujourd'hui, David Engels, c'est aussi ce qui est un petit peu inquiétant dans le scénario que vous nous proposez, c'est-à-dire que finalement, on a le choix entre la peste et le choléra. Soit on a du nationalisme, du régionalisme, et on a donc des formes de balkanisation de l'Europe, pour reprendre un terme un petit peu passe-partout. Soit on a un pouvoir extrêmement fort, mais le résultat est-il vraiment différent ? C'est comme vous dites, les deux perspectives n'ont rien d'enchanteur. Au fond, extrême droite, je dirais populiste peut-être. J'aurais peut-être des difficultés de mettre Auguste. Peut parfois aller ensemble. Oui, mais de mettre Auguste maintenant dans le camp de l'extrême droite ou du populisme. Mais c'est clair que le parti qui a plus ou moins gagné, c'est les populares à Rome, si on le veut. Dans le mot exprime déjà le fait de vouloir faire une politique largement avec le soutien du peuple. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la prise de pouvoir augustéenne n'est pas la prise de pouvoir maintenant d'un régime d'extrême droite contre les élites traditionnelles. Au contraire, c'est le compromis idéal qui s'est installé, qui trouvait à la fois le soutien du peuple grâce à un renforcement de ce système de pain et de jeu, si on le veut, et de plébiscite assez contrôlé, mais qui montrait quand même que l'empereur était une figure d'identification possible, qui répondait aux souhaits du peuple, mais qui laissait largement quand même en place l'élite traditionnelle, qui dès lors trouvait sa légitimation démocratique, qui lui avait
lui avait manqué avant, désormais dans le soutien de l'empereur. Et donc j'aurais peut-être une difficulté d'appeler ça extrême droite, on pourrait presque l'appeler aussi extrême gauche, si on le veut. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de mots pour ce genre de régime politique. C'est ce que Marx explique fort bien avec le bonapartisme. C'est un régime d'équilibre. Quand une lutte des classes est interminable entre les classes populaires et les élites, il intervient un pouvoir autoritaire, oui, qui met tout le monde d'accord et qui en fait travaille pour les deux camps à la fois. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui nous menace, que la dissolution de l'Union européenne sous l'impulsion des États-nations qui cherchent à reprendre leur bille nous mène inévitablement un jour à un autoritarisme impérial qui serait situé donc à Bruxelles? Vous seriez aux premières loges. Au moins avec ça, l'université aurait peut-être un peu plus de fonds. Mais oui, effectivement, c'est le pronostic en tout cas que je dresse. Et ce que vous dites, la référence à Marx et au bonapartisme est tout à fait correct. Ce n'est pas un hasard si justement Napoléon III écrit sa biographie de César en se mettant lui-même dans la peau du neveu qui dans ce cas-là est Auguste. Évidemment, bon, ça se passe au XIXe siècle, le futur sera un peu différent, mais je crois effectivement que dans les deux qu'il n'y a que ces deux alternatives, une dissolution lente ou un immobilisme qui revient plus ou moins à la même chose. Mais cet autoritarisme, on le vit pas déjà? Après tout, la Commission européenne a des pouvoirs disproportionnés par rapport à sa légitimité démocratique. Vous savez bien que 80 à 90% des lois et règlements qui sont appliqués aujourd'hui en France sont décidés à Bruxelles dans une opacité quasi totale, que des cours européennes des droits de l'homme, que des cours de justice européennes rendent des arrêts qui font jurisprudence et qui déterminent notre droit, alors même que nous n'avons sur elle absolument aucun contrôle. Donc ce despotisme, d'où nous le vivons? Absolument. L'Union européenne a déjà un pied dans l'empire. C'est oui, ce que ça veut dire, David Engels. C'est ce que j'avais essayé aussi, justement, dans cette conclusion, mise en italique, pour montrer qu'il s'agit là quand même d'hypothèse. C'est ce que j'essaie d'y annoncer déjà, qu'au fond, le régime technocratique et beaucoup d'autres éléments que nous vivons correspondent déjà à cette structure impériale. Ce qui manque, au fond, à ce système-là, c'est l'honnêteté, au fond, je dirais, de le dire. De dire que désormais, on vit dans un régime autocratique. Et ce qui manque évidemment aussi à ce régime technocratique européen, qui peut imposer, comme on l'a vu hier, ces taxes en Chypre, par exemple, sans vraiment aucun aval d'un parlement quelconque. Cette technocratie manque pour le moment d'une légitimation populaire qui, un jour, sera donnée par une tête centralisée qui mettra tout le monde plus ou moins d'accord, comme ce fut le cas dans le Principat augustéen. Un président de l'Union européenne, par exemple, élu au suffrage universel, ça pourrait être le futur empereur de l'Europe, ce que n'est pas aujourd'hui manifestement Herman Van Rompuy. Je peux me permettre de dire pas que du bien d'un autre Belge. Oui, je ne crois pas qu'il ait la stature d'un Auguste, sans vouloir dire quoi que ce soit. Oui, mais on peut l'imaginer de formes très différentes, la forme d'une présidence, d'une dictature, d'un régime militaire, même si ça, je crois que c'est plus ou moins à exclure. Mais bon, on ne sait jamais ce qui se passe dans les 20-30 années à venir, avec des conditions pouvant rappeler de la guerre civile intérieure entre différentes ethnies en Europe. Tout ça n'est pas à exclure. Oui, la forme extérieure que va assumer ce régime autoritaire augustéen peut être assez ouverte, oui. Alors, ce que vous dites dans votre livre, David Engels, c'est que au moment de la République romaine tardive, les citoyens romains ont négocié une partie de leur liberté démocratique contre davantage de sécurité. Alors là, ça me semble peut-être une limite à l'analogie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mouvements de fond, des mouvements sociaux qui réclament au contraire une Europe beaucoup plus démocratique. On le voit avec les mouvements sociaux en Espagne, on le voit avec le mouvement 5 étoiles en Italie, même si bon, ça peut prêter à discussion. On l'a vu il y a quelques temps aussi, quelques semaines en Bulgarie, où un mouvement populaire a réussi à faire tomber le gouvernement. Et avant que de vous faire réagir à cela, je voudrais vous faire écouter un témoignage, celui de Jérémy Zimmerman de la Quadrature du Net, qui a mis en place un site avec d'autres personnes qui s'appelle Mémopole et qui surveille le travail des députés européens. Alors c'est pas une surveillance agressive, mais l'idée c'est à la fois de mieux faire connaître le travail des eurodéputés et de permettre aux citoyens justement d'être en contact direct avec eux. Voilà, Jérémy Zimmerman, écoutez-le, il était joint hier à Bruxelles, figurez-vous, par Christophe Payet. Nous avons mis en fiche tous les membres du Parlement européen et nous leur attribuons un score.
un score que nous établissons en fonction de leur vote, en fonction de nos recommandations de vote. Donc c'est quelque chose de tout à fait subjectif. Et nous mettons en forme ces informations que nous extrayons pour la plupart du site du Parlement européen pour permettre à chacun de se repérer parmi cette jungle d'informations. Et c'est un outil que nous utilisons tous les jours lorsque nous faisons campagne sur le Parlement européen, qui est également utile pour des citoyens qui voudraient tout simplement découvrir le Parlement européen, découvrir qui sont leurs eurodéputés, ce qu'ils ont voté précédemment. Mémopole s'intègre dans cette optique de transparence du processus européen. Nous, ce que l'on constate tous les jours, c'est que les citoyens ne s'intéressent pas à l'Europe, parce que c'est obscur, parce que c'est lointain, parce que c'est complexe. Alors on essaye à notre modeste échelle de rendre ces informations plus accessibles, et on essaye évidemment de mettre tout ça au service de la démocratie et de la participation des citoyens dans le processus démocratique. Les citoyens européens ne s'intéressent pas suffisamment à l'Europe parce que c'est compliqué, David Engels, mais il y a une vraie envie d'avoir davantage de démocratie. Et d'ailleurs, le renforcement, par exemple, des pouvoirs du Parlement va dans ce sens-là. Donc comment est-ce que vous arrivez, vous, à justifier cette analogie avec une période de la République romaine où, au contraire, on demandait de la sécurité avant tout, et tant pis si on perd un peu de notre liberté? Oui, vous mentionnez justement avant l'intervention le mouvement des indignés, le mouvement 5 étoiles. Eh bien, c'est comme quelque chose qui n'aurait pas existé à Rome. Ben, moi, je dirais au contraire que c'est exactement de ces mouvements-là que partira cette réforme impériale. Ce n'est rien d'autre, au fond, que des comme les populares à Rome, qui eux aussi s'indignaient, si on le veut, contre ce pouvoir qui formait les bandes de Claudius, avec lesquelles il essayait aussi de renforcer son pouvoir de tribun de la plèbe. J'avais écrit dans mon livre qu'aujourd'hui le seul vote des abstentionnistes pourrait suffire à faire basculer un pays tout à fait dans le chaos et dans un régime tout à fait différent. Et j'ai eu la triste satisfaction de voir que c'est exactement ce qui s'est passé en Italie avec le mouvement 5 étoiles, où là, un personnage qui n'a eu aucune véritable expérience scientifique, réussit à rafler en un seul tour 25% des votes, à constituer, à pouvoir bloquer entièrement le Parlement d'un grand pays. C'est exactement ce que je prédisais, ou en tout cas ce que je pronostiquais, et à mon avis, ce sera, entre autres, de ces mouvements-là, ensemble, peut-être aussi avec d'autres mouvements plutôt populistes, que partira cette réforme impériale que l'Europe, à mon avis, connaîtra dans les prochaines décennies. Une dernière question de Brice Couturier. Courte. Ça va être difficile, Hervé. Il y avait un autre historien avant vous, Rémi Brague, qui est aussi philosophe, qui avait fait le parallèle entre l'Union européenne, enfin l'Europe et la Rome antique, pas seulement républicaine mais aussi impériale. Ça s'appelait Europe, la voie romaine. Or, il avait une appréciation de l'Empire romain très différente de la vôtre. Il montrait, lui, en réalité, que Rome n'avait jamais cru pouvoir incarner quelque chose avec une substance et une stabilité, mais que Rome s'était toujours conçu en réalité comme un vecteur de l'hellénisation. D'où le mythe d'ailleurs de l'Énéide, Virgile, le mythe romain par excellence, Énée quitte Troie qui a été mis à sac par les Grecs en emportant ces dieux-là et va s'établir ailleurs et y fonde Rome. Et donc votre question, Brice, parce que il faut qu'on conclue. C'est très différent de la présentation que vous nous faites, parce qu'on pourrait aussi considérer que l'Europe aussi est le vecteur d'autre chose qu'elle-même, et non pas une substance comme ça qui serait un petit peu essentialisée. Enfin, c'est la critique qu'on peut vous faire. David Engels. Oui, enfin, la réponse pourrait être très longue. Non. Je ne vois pas je ne vois pas d'opposition fondamentale. On voit quand même que Virgile, en dépit de ce mythe qui célèbre l'ouverture de Rome par l'arrivée d'un étranger comme Énée, est quand même l'une des facettes du principat augustéen qui lui prône un retour vraiment à une nature tout à fait italique du pouvoir romain, etc. Mais je devrais répondre beaucoup plus longtemps, je ne peux pas. Mais ce sera votre conclusion, David Engels. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation au matin. Aussi. Je rappelle le titre de votre livre extrêmement érudit et surprenant, Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine, analogies historiques. Il y a 2 sous-titres et c'est publié aux éditions du Toucan. h 44 sur France Culture.
Affirmer comme beaucoup le font aujourd'hui que le climat politique qui règne en Europe, on vient d'en avoir une traduction avec ce qui se passe à Chypre, affirmer que ce qui se passe aujourd'hui nous renvoie aux heures sombres de notre passé continental, voilà qui n'a pas grande originalité. Crise économique et sociale, défiance à l'égard des partis traditionnels, adhésion à des discours d'exclusion, dès lors qu'on fait le choix de regarder en arrière, tout nous ramène vers les années 30. Et jusque-là, personne n'avait vraiment songé à creuser beaucoup plus profond dans notre histoire commune. Personne, jusqu'à ce que David Engels, notre invité ce matin, ait une sorte d'illumination. Et si les soubresauts actuels de l'Union européenne n'étaient rien d'autre qu'une redite de la chute de la République romaine. Alors, David Engels, il faut le dire, est bien placé pour tenter la comparaison. Il est titulaire de la chaire d'histoire romaine de l'Université libre de Bruxelles. Et dans un livre mal intitulé « Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine », publié aux éditions du Toucan, il dresse une série d'analogies entre Rome avant l'Empire et l'Union européenne avant le pire. L'une comme l'autre ont traversé hier ou traverseraient aujourd'hui une grave crise d'identité, manque de repères culturels, ouverture aux autres mal maîtrisée. Rome s'en est sortie en renonçant à la République pour se livrer à Octave, qui deviendra le premier empereur sous le nom d'Auguste. L'Europe, nous dit ce jeune historien, n'a pas d'autre alternative. Elle doit se transformer en un pouvoir plus fort, plus centralisé, moins démocratique, sinon ce sera l'implosion en une multitude de micro-États dominés par le nationalisme, voire pire, le régionalisme. Alors inutile de préciser que la lecture de cet ouvrage, souvent dérangeant, ne laisse pas indifférent. C'est dire à quel point je suis ravi de recevoir ce matin David Engels. Bonjour. Bonjour. Historien donc, par ailleurs rédacteur en chef de la revue d'études latines Latomus. Alors vous savez, quand je lis les ouvrages des invités, j'ai tendance à annoter beaucoup, et quand je suis surpris, interpellé, voire interloqué, je mets beaucoup de points d'exclamation, et je crois que grâce à vous, j'ai battu mon record de points d'exclamation dans votre livre. Je disais au tout début, il est mal nommé, Le déclin. Moi, je l'aurais plutôt appelé, alors si je peux me permettre, c'est trop tard de toute manière, mais j'aurais plutôt appelé La dérive d'un continent, puisque vous y expliquez comment une société, en perdant ses repères, se précipite, alors non pas vers sa perte, ce qui serait le déclin, mais vers un système qui nie les valeurs d'ouverture sur lesquelles elle a été bâtie. Oui, tout à fait. Merci tout d'abord pour l'invitation de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Effectivement, le livre est un peu mal intitulé. J'espère que mon éditeur m'entendra, parce que le titre original avait été Demain l'Empire. Donc, t'as craché de presse, il a. Voilà, qui allait un petit peu aussi dans le sens de votre intervention. En effet, déclin dans le sens d'un déclin maintenant de valeurs démocratiques, de valeurs libertaires, ce genre de choses-là. Oui, là, déclin, mais pas un déclin au long terme de l'Europe. Hein. Et donc, très clairement, le livre n'est pas un livre eurosceptique, mais tout au contraire. Oh, ça, on verra. Hein. Dans la suite de la discussion, j'ai peut-être quelques limites à proposer à ce que vous venez de dire. Alors, on va examiner dans la première partie de cet entretien les analogies que vous faites, mais juste avant, pour qu'on comprenne bien quelle est d'une certaine manière la thèse, et qui est aussi la thèse finale de votre ouvrage. Vous dites, en gros, il y a deux choix qui s'offrent à l'Europe aujourd'hui. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. C'est soit une forme de balkanisation, c'est-à-dire l'Europe implose et on a des micro-États qui se referment sur eux-mêmes et qui perdent toute influence. Soit l'Europe, comme ce fut le cas pour la République romaine tardive, c'est-à-dire les dernières années de la République romaine, soit elle devient un empire, ce qui suppose un renoncement à une partie de l'exercice démocratique. Oui, tout à fait. Évidemment, comme vous l'avez déjà fait aussi, j'insisterai vraiment bien sur le titre, qu'il s'agit là de la chute de la République romaine et donc pas de l'Empire romain. Donc on n'est pas maintenant dans l'idée d'une invasion de barbares comme ça fait au 5e siècle, mais plutôt vraiment de cette transition d'un État républicain, vaguement démocratique, vers un État beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus centralisé. Et alors que dans la majeure partie du livre, j'essaye d'esquisser les parallèles entre la crise actuelle, qui est surtout une crise identitaire de l'Union européenne, et les différents facteurs qui ont amené la transformation de la République en empire. À la fin donc du livre, dans les dernières pages, j'esquisse quelques perspectives futures, expressément mises en italique aussi, pour justement exprimer cette thèse que vous venez de résumer, c'est-à-dire que grosso modo, si l'Union européenne continue à se développer en analogie avec la fin de la République romaine, il y a effectivement presque aucun choix
à part une centralisation beaucoup plus forte et une perte de valeurs démocratiques en faveur d'un État impérial, entre guillemets, en tout cas autoritaire. Perspectives qui n'ont pas grand-chose de réjouissant. C'est un petit peu comme quand on propose la peste ou le choléra. Tout à fait, comme ce qu'on propose aux Chypriotes pour le moment. C'est un peu ça aussi. Voilà, c'est vrai que l'actualité chypriote nous ramène justement, il ramène votre livre dans une actualité absolument brûlante. Alors je le disais, vous avez procédé pour ce livre par analogie historique où vous comparez une période actuelle, donc l'Union européenne, c'est-à-dire construction qui existe depuis une soixantaine d'années, à la République romaine tardive. Alors pour ceux qui ne seraient pas, par exemple, collégiens en 6e et qui étudieraient cette année ce que fut Rome, et notamment la République romaine tardive, ça va de quand à quand? Je dirais de la crise des Gracques, donc dans les années 130 avant notre ère, jusqu'à, si on veut, jusqu'au deuxième triumvirat, ou surtout jusqu'à l'avènement d'Auguste, au plus tard en 27. Donc cette centaine, ce siècle entre ces deux événements, et qui est marqué par des guerres civiles incessantes, mais surtout un débat politique tout à fait fascinant dans notre témoignage principal. Notre témoin principal est évidemment Cicéron, mais aussi beaucoup d'autres auteurs. Oui. Et à quel moment vous êtes rendu compte qu'il y avait des analogies frappantes entre ce que était la situation de cette République romaine sur sa fin et la crise actuelle de l'Union européenne? C'est en cherchant expressément justement ces analogies-là, ou c'est un peu le hasard qui vous y a conduit? Depuis toujours, j'ai été assez intéressé aux analogies qui peuvent exister entre le développement de différentes cultures, ce qu'on appelle la morphologie historique, c'est-à-dire de voir en quoi une culture comme celle de l'Antiquité, la culture européenne, la culture chinoise, indienne ou autre chose peuvent avoir des développements similaires. Et donc ça m'avait toujours un peu intéressé. Au fond, le sujet ne m'a jamais vraiment lâché. C'est juste dans les dernières années que, suite à une conférence que j'ai pu donner un jour, j'ai eu l'occasion d'approfondir un peu cela et que j'ai remarqué vraiment que ces analogies dont j'étais toujours plus ou moins convaincu, mais d'une façon plutôt intuitive, pouvaient vraiment s'exprimer d'une façon quasi scientifique en comparant statistiques et témoignages des sources. Mais est-ce que le risque pour l'historien n'est pas de trouver ce qu'il cherche? À partir du moment où vous êtes convaincu qu'il y a des analogies historiques, est-ce que vous n'allez pas écarter celles qui iraient à l'encontre de votre thèse, comme quoi on est à peu près dans une période similaire, et puis ne garder que ce qui permet d'alimenter la thèse? C'est toujours un risque pour l'historien, évidemment, de se retrouver dans ce genre de cercle. Alors vous l'avez évité comment, vous? Leurs murs européens qui ne sont plus un acteur politique mondial et qui donc laissent passer aussi des chances qui pourraient à la fois fortifier leur identité mais aussi leur situation économique. Quand on voit les États-Unis qui sont un global player massif, qui sont présents aussi militairement partout dans le monde, eh bien si leur économie est encore vaguement fonctionnelle et trouve des bons résultats de la part des différentes agences de notation, c'est pas parce qu'elle est en très bon état au fond, mais que personne n'oserait aussi disqualifier les États-Unis dont quand même la majorité de la dette publique est même aux mains des Chinois et du monde du reste du monde. Oui, mais en même temps, ce que vous dites dans votre livre, David Engels, c'est que une identité collective ne peut pas procéder d'une construction politique. Soit elle est là, soit elle n'y est pas. Donc aujourd'hui, s'il n'y a pas d'identité européenne, quel intérêt à chercher à tout prix à vouloir la refonder dans la mesure où elle ne peut pas procéder d'une construction politique? Comment est-ce qu'on fait pour la recréer, cette identité collective européenne? Oui, je crois que l'absence d'identité européenne qu'on constate maintenant est surtout due à l'universalisme qui est au fond au cœur de cette construction des idéaux prônés par la Commission et les autres institutions européennes, ce qui est évidemment bien compréhensible après les guerres mondiales et surtout avec aussi le triomphe de cette idéologie du 19e et surtout au 20e siècle. Sur cette base-là, il est effectivement impossible de construire une identité européenne parce que d'emblée, cette base de départ, elle est fausse. Une identité européenne en tant que telle, elle est certes affaiblie, mais elle existe dans le sens d'une identification avec le passé européen et pas un rejet global de tout ce qui nous a caractérisé les derniers siècles. Mais pardonnez-moi, les idées universalistes, elles sont présentes dans le monde entier aujourd'hui, enfin, en tout cas dans une
partie de plus en plus importante de la planète. Donc on pourrait se dire que les valeurs européennes se diffusent au contraire, loin d'être en perte de vitesse, au contraire, elles deviennent universelles. Donc c'est ce qui pourrait faire la force de l'Europe. Je ne crois pas que c'est des valeurs européennes qui sont devenues universelles. Je crois que l'Europe a vécu au 19e et surtout au 20e siècle une phase d'universalisme, tout comme à Rome on connaît aussi au 1er siècle avant notre ère un universalisme dont Cicéron se fait par exemple l'un des grands interprètes. C'est un moment, je dirais, prédéterminé dans l'histoire des différentes cultures et qui veut que relativement vers la fin, il y ait cette ouverture, il y ait cette abnégation de son propre passé traditionnel, il y ait cette ouverture très louable vers l'extérieur, mais qui, dans une situation de menace perpétuelle à la fois de l'extérieur mais aussi de l'intérieur, va forcément mener à un moment ou à un autre sur un repli identitaire vers un certain conservatisme tel que l'a connu Rome après l'avènement d'Auguste. Brice. Alors David Engels, vous êtes belge, vous êtes un des grands historiens, malgré votre jeune âge, un des grands historiens de la Rome actuelle. Vous êtes connu comme tel. Ça, c'est parce qu'il a dit du bien de votre billet, Brice, non, ça n'a rien à voir, c'est parce que je l'ai lu sur Internet, et je sais que vous êtes apprécié non seulement en Belgique, vous enseignez, mais aussi en Allemagne. Or, en fait, je pense, quand je vois les références de votre livre, que vous êtes beaucoup plus de culture germanique que de culture francophone. La plupart de vos références sont germaniques. Or, précisément, vous évoquez à un moment dans votre ouvrage un débat qui a eu lieu en Allemagne, qui est persistant, le débat autour de la Leitkultur. Or, à mon avis, il est central pour la question de l'identité. La Leitkultur, ça ne veut pas dire la culture dominante, ça veut dire la culture conductive, celle qui permet aux autres de s'identifier. Or, moi, il m'a toujours semblé que pour un immigrant venant du monde entier, il était beaucoup plus facile de s'identifier avec une culture européenne qui était à l'époque, comme je le disais, dans les années 80, en construction, dans les limbes, qu'avec des cultures nationales avec lesquelles, par définition, surtout quand on est algérien, si vous voyez ce que je veux dire, il y a des tensions historiques, il y a un passé qui fait obstacle à une intégration pleine et entière. Parce qu'il est difficile de s'identifier avec un peuple avec lequel on a été en guerre. Par contre, l'Europe avec ses idéaux universalistes, effectivement, était un idéal, une citoyenneté qui était plus facile d'épouser. Donc, cette Leitkultur européenne, comment se fait-il qu'elle soit aujourd'hui, elle fasse l'objet d'un rejet et d'une culture de l'excuse, alors qu'elle aurait pu permettre une intégration harmonieuse des immigrations, des vagues d'immigration que nous avons connues au cours des 30 dernières années. David Engels, et peut-être que les analogies avec la période de la République romaine vous permettra de répondre à la question de Brice Couturier. Oui, certainement, je suppose. Oui, tout d'abord, par rapport à votre première remarque, effectivement, je suis belge de germanophone, donc l'allemand est ma langue maternelle, et donc, vu que j'ai fait aussi ma thèse en Allemagne, ça explique pourquoi la plupart de mes références, au fond, et puis proviennent souvent. Les grands historiens de l'Antiquité romaine ont été au 19e comme au 20e siècle plutôt des Allemands que des Français. Mais enfin, disons ça discrètement parce qu'on va fâcher des gens. Disons que l'Allemagne était très forte dans les sciences antiquisantes du 19e siècle. Oui, tout à fait. Oui, en ce qui concerne la Leitkultur, je crois qu'il faut vraiment différencier les valeurs européennes et les valeurs universalistes. Si l'Union européenne voulait devenir le noyau d'un État-monde, donc un genre de deuxième nation unie, des valeurs universalistes, universelles, seraient certainement les bienvenues. Vous aviez fait d'ailleurs tantôt aussi la différence vous-même. L'Union européenne n'est pas censée devenir les Nations unies. L'Union européenne doit se contenter ou veut se contenter d'une façon ou d'une autre au continent ou aux Européens, tout en ne sachant pas vraiment encore ce que ça veut dire. Et donc, d'un côté, évidemment, des valeurs universalistes qui sont aussi inscrites, forcément, dans notre histoire au 19e et 20e siècle, peuvent, en théorie, sur le papier, paraître comme des bons référents identitaires pour permettre l'intégration d'immigrés. Et néanmoins, on voit que, visiblement, un grand nombre d'étrangers ou d'immigrés, souvent aussi d'autres religions que chrétiennes, ont des difficultés, justement, d'accepter aussi cet universalisme qui s'accompagne à la fois d'un certain idéal démocratique, d'une certaine situation de la femme, d'une certaine conception de l'égalité sociale, politique, ethnique ou autre chose. La laïcité aussi. Pardon ? La laïcité. La laïcité aussi, également, tout à fait. Est-ce que ça veut dire, David Engels, que de votre point de vue, il faudrait redéfinir des valeurs spécifiques à l'Europe et que cette redéfinition permettrait peut-être d'intégrer beaucoup mieux les gens qui viennent de l'extérieur ? Et ce serait quoi ces valeurs spécifiques à l'Europe ? Une fois de plus,
Je ne suis pas politicien, je suis historien. Vous n'êtes pas politicien, sauf que dans le tout dernier chapitre de votre livre, David Engels, alors c'est écrit en italique pour dire, ah oui, allez, là je suis plus historien, je fais un petit peu de politique. Mais vous en faites quand même, et c'est toujours le même David Engels, donc vous êtes un historien qui mouille le maillot, si j'ose dire. Hein. Oui, c'est-à-dire j'essaye de montrer ces analogies et à quoi mèneront ces analogies si on peut les poursuivre. C'est un jeu, je dirais, d'hypothèses historiques qui, à mon avis, vont amener un certain futur. Si on est pour ou si on est contre. Je suis assez déterministe dans ma conception de l'histoire, comme vous l'aurez remarqué. Ce qui ne veut pas dire que, personnellement, je trouve que les choses qui vont se passer vont nécessairement être très gaies pour nous tous. Et donc, effectivement, je crois que, non pas qu'il faut redéfinir une identité européenne sur base de valeurs traditionnelles ou traditionnalistes, disons-le comme ça, mais qu'on va redéfinir cette identité européenne de toute manière. À mon avis, ça va se passer, ça s'est passé à Rome, nous sommes vraiment en bonne voie pour le faire. Valeurs européennes, vous avez posé la question, lesquelles ce sera un regain, par exemple, du religieux, qui est inévitable et qui, quand on va par exemple aussi aux États-Unis, c'est une autre situation de la famille, par exemple. Ce sera un regain d'idéaux traditionnels à ce niveau-là. Et ça s'est passé à Rome. Ça s'est passé à Rome. Le retour du religieux ou le regain du religieux. En tout cas, à Rome, ça a été imposé, je dirais, d'un côté par le pouvoir augustéen, par cette idéologie qui s'est mise en place, mais ça rejoignait aussi le souhait d'un grand nombre d'intellectuels tels que Cicéron, qui ne cesse pas, durant les dernières années de sa vie, de déplorer justement ce manque d'identité et d'appeler à un retour des valeurs traditionnelles romaines. Oui, mais les Romains avaient une religion civique. Le christianisme, ce n'était pas le cas du christianisme européen. Le christianisme peut redevenir une religion profondément civique quand on voit la place qu'occupe par exemple le christianisme aux États-Unis, où là aussi il est déjà en très bonne voie de devenir ou d'être une religion d'un côté politisée et d'un autre côté largement dénuée, je dirais, d'un véritable débat politique, ce qu'on appelle comme le deviendra plus tard aussi le culte impérial, qui n'est pas nécessairement une religion à laquelle on croit, mais tout simplement qu'on exerce parce que ça fait partie du fait d'être romain, parce qu'il faut le faire, parce que les ancêtres l'ont fait, où on ne se pose pas la question, est-ce que cette religion est vraie ou ne l'est pas? Alors je ne sais pas comment aurait été positionné Cicéron sur l'échiquier politique s'il avait vécu à notre époque, mais le fait de vouloir absolument redéfinir, voilà, sans doute, c'est là que je voulais en venir avec vous. Il a tourné sa chemise tellement de fois. C'est-à-dire que voilà, vouloir absolument aussi redéfinir des valeurs exclusives à l'Europe, c'est un discours qui, aujourd'hui, quand il est porté, est essentiellement porté par des partis, même plus qu'à droite, d'extrême droite. Aujourd'hui, David Engels, c'est aussi ce qui est un petit peu inquiétant dans le scénario que vous nous proposez, c'est-à-dire que finalement, on a le choix entre la peste et le choléra. Soit on a du nationalisme, du régionalisme, et on a donc des formes de balkanisation de l'Europe, pour reprendre un terme un petit peu passe-partout. Soit on a un pouvoir extrêmement fort, mais le résultat est-il vraiment différent ? C'est comme vous dites, les deux perspectives n'ont rien d'enchanteur. Au fond, extrême droite, je dirais populiste peut-être. J'aurais peut-être des difficultés de mettre Auguste. Peut parfois aller ensemble. Oui, mais de mettre Auguste maintenant dans le camp de l'extrême droite ou du populisme. Mais c'est clair que le parti qui a plus ou moins gagné, c'est les populares à Rome, si on le veut. Dans le mot exprime déjà le fait de vouloir faire une politique largement avec le soutien du peuple. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la prise de pouvoir augustéenne n'est pas la prise de pouvoir maintenant d'un régime d'extrême droite contre les élites traditionnelles. Au contraire, c'est le compromis idéal qui s'est installé, qui trouvait à la fois le soutien du peuple grâce à un renforcement de ce système de pain et de jeu, si on le veut, et de plébiscite assez contrôlé, mais qui montrait quand même que l'empereur était une figure d'identification possible, qui répondait aux souhaits du peuple, mais qui laissait largement quand même en place l'élite traditionnelle, qui dès lors trouvait sa légitimation démocratique qui lui avait manqué avant, désormais dans le soutien de l'empereur. Et donc j'aurais peut-être une difficulté d'appeler ça extrême droite, on pourrait presque l'appeler aussi extrême gauche, si on le veut. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de mots pour ce genre de régime politique. C'est ce que Marx explique fort bien avec le bonapartisme, c'est un régime d'équilibre. Quand une lutte des classes est interminable entre les classes populaires et les élites, il intervient un pouvoir autoritaire, oui, qui met tout le monde
monde d'accord et qui en fait travaillent pour les deux camps à la fois. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça qui nous menace, que la dissolution de l'Union européenne sous l'impulsion des États-nations qui cherchent à reprendre leurs billes nous mène inévitablement un jour à un autoritarisme impérial qui serait situé donc à Bruxelles? Vous seriez aux premières loges. Au moins avec ça, l'université aurait peut-être un peu plus de fonds. Mais oui, effectivement, c'est le pronostic en tout cas que je dresse. Et ce que vous dites, la référence à Marx et au bonapartisme est tout à fait correct. Ce n'est pas un hasard si justement Napoléon III écrit sa biographie de César en se mettant lui-même dans la peau du neveu qui dans ce cas-là est Auguste. Évidemment, bon, ça se passe au XIXe siècle, le futur sera un peu différent, mais je crois effectivement que dans les deux qu'il n'y a que ces deux alternatives, une dissolution lente ou un immobilisme qui revient plus ou moins à la même chose. Mais cet autoritarisme, on le vit pas déjà? Après tout, la Commission européenne a des pouvoirs disproportionnés par rapport à sa légitimité démocratique. Vous savez bien que 80 à 90% des lois et règlements qui sont appliqués aujourd'hui en France sont décidés à Bruxelles dans une opacité quasi totale, que des cours européennes des droits de l'homme, que des cours de justice européennes rendent des arrêts qui font jurisprudence et qui déterminent notre droit, alors même que nous n'avons sur elle absolument aucun contrôle. Donc ce despotisme, d'où nous le vivons? Absolument. L'Union européenne a déjà un pied dans l'empire. C'est oui, ce que ça veut dire, David Engels. C'est ce que j'avais essayé aussi justement dans cette conclusion mise en italique pour montrer qu'il s'agit là quand même d'hypothèse. C'est ce que j'essaie d'y annoncer déjà, qu'au fond le régime technocratique et beaucoup d'autres éléments que nous vivons correspondent déjà à cette structure impériale. Ce qui manque au fond à ce système-là, c'est l'honnêteté au fond, je dirais, de le dire, de dire que désormais on vit dans un régime autocratique. Et ce qui manque évidemment aussi à ce régime technocratique européen qui peut imposer, comme on l'a vu hier, ces taxes en Chypre par exemple, sans vraiment aucun aval d'un parlement quelconque. Cette technocratie manque pour le moment d'une légitimation populaire qui un jour sera donnée par une tête centralisée qui mettra tout le monde plus ou moins d'accord, comme ce fut le cas dans le Principat augustéen. Un président de l'Union européenne, par exemple, élu au suffrage universel, ça pourrait être le futur empereur de l'Europe, ce que n'est pas aujourd'hui manifestement Herman Van Rompuy. Je peux me permettre de dire pas que du bien d'un autre Belge. Oui, je ne crois pas qu'il ait la stature d'un Auguste, sans vouloir dire quoi que ce soit. Oui, mais on peut l'imaginer de formes très différentes, la forme d'une présidence, d'une dictature, d'un régime militaire, même si ça, je crois que c'est plus ou moins à exclure. Mais bon, on ne sait jamais ce qui se passe dans les 20-30 années à venir, avec des conditions pouvant rappeler de la guerre civile intérieure entre différentes ethnies en Europe. Tout ça n'est pas à exclure. Oui, la forme extérieure que va assumer ce régime autoritaire augustéen peut être assez ouverte, oui. Alors, ce que vous dites dans votre livre, David Engels, c'est que au moment de la République romaine tardive, les citoyens romains ont négocié une partie de leur liberté démocratique contre davantage de sécurité. Alors là, ça me semble peut-être une limite à l'analogie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des mouvements de fond, des mouvements surveillés par une bureaucratie tatillonne. Le peuple européen se rêve de 1989, il n'a jamais vu le jour. Et c'est logique, les responsables politiques n'ont cessé de fuir la question « Qui sommes-nous » ? À cette question, a écrit un jour le philosophe Pierre Manant, l'Europe, je le cite, l'Europe essaie d'échapper à l'obligation de répondre en se cachant dans la foule, en se transformant en foule. La directrice d'une publication consacrée à l'Europe, que je consultais en rentrant de Pologne, me confia « Ce qui m'intéresse surtout dans l'Europe, c'est l'autre ». De l'autre côté, on n'avait pas ces pudeurs, on avait payé au prix fort le droit de rentrer en Europe, de rentrer chez soi, comme disait Adam Michnik, le dissident. Sur les billets de banque des nations du monde entier figurent les monuments où le peuple a inscrit son âme, les gloires nationales qui l'ont façonné. L'Europe, patrie de Léonard de Vinci, Cervantes, Montaigne, Erasme, Copernic, Shakespeare, Newton, Rembrandt, Mozart, Kant, Goethe, Proust, a si peur d'être jugée arrogante qu'elle fait figurer sur ses billets des ponts et des fenêtres. Elle professe le respect maniaque de l'identité des autres, mais n'assume pas d'en avoir une elle-même. Tout peuple qui se reconnaît dans ces idéaux bien vagues, qui sont la démocratie, les droits de l'homme, la libre concurrence non faussée, a, paraît-il, vocation à rentrer un jour dans l'Union européenne. Alors, quelle différence avec les Nations unies ? Pourquoi les Européens se montrent-ils incapables d'affirmer l'existence de leur civilisation, a écrit Elie Barnavi ? La Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil, ces nations immenses,
affirment sans complexe leurs ambitions, les Européens, sur le déclin, s'excusent de leur passé, s'excusent d'être encore là. S'il plaît aux barbares de vivre au jour le jour, nos desseins à nous doivent envisager l'éternité des siècles, disait Cicéron. Les Romains avaient au moins pour eux l'orgueil de la puissance, en cela du moins, nous ne sommes guère leurs héritiers. Dites donc, Brice Couturier, j'ai l'impression que vous avez écrit avec David Engels son livre. C'est vrai qu'on a presque l'impression de vous lire, David Engels. Vous partagez l'analyse que fait Brice Couturier, notamment le fait qu'il manque à l'Europe aujourd'hui des éléments d'identification suffisamment forts et suffisamment spécifiques pour échapper à cette crise d'identité dont vous parlez dans votre livre. Oui, tout à fait. Donc, je suis très heureux aussi de voir qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Effectivement, l'Union européenne est en crise et c'est surtout intéressant de voir aussi déjà l'étymologie du mot crise. Le crisis, qui est un terme médical au fond en grec, qui veut dire que c'est le moment culminant d'une maladie où va se décider le sort du malade, si soit il va mourir, donc la dissolution de l'Europe si on veut, plus ou moins, ou alors s'il va s'en sortir, mais comme dans beaucoup de maladies mortelles, même si on s'en sort, ça laisse des traces, ça laisse des séquelles. L'Europe qui sortira de cette crise, tout comme le malade qui sort d'une maladie mortelle, ne sera plus jamais le même. Donc on est au fond à ce moment charnière. C'est ça que veut dire le mot crise aussi, que tout le monde utilise souvent sans vraiment se rendre compte de ce que ça implique. Et ça implique vraiment, en tout cas pour nous, un moment historique on peut détailler la nature de cette crise. Panem et circenses, vous dites une bonne partie de la population romaine en fait ne travaillait plus, était entretenue, on devait leur fournir, en fait le cinquième de tout le blé produit dans l'Empire romain était consacré à des distributions gratuites, et puis il y avait les jeux qui étaient organisés, et ça ressemble beaucoup à ce que nous vivons aujourd'hui. Tout à fait. Une bonne partie de la population est maintenue hors de l'emploi par un chômage extravagant et est obligé de survivre de subsides médiocres et de distraction. Et est maintenu aussi en dehors de la possibilité de participation politique par un régime qui se dit démocratique, tout comme se disait aussi encore la République tardive à Rome, mais qui laisse effectivement pas une place directe pour le citoyen de pouvoir s'exprimer et de façonner maintenant l'institution qui devrait être la plus importante, c'est-à-dire l'Union européenne, qui devrait être théoriquement beaucoup plus importante encore que les différents États-nations qui la composent, si tout le monde veut survivre. On citait un certain nombre d'analogies tout à l'heure dans la première partie de l'entretien. Je voudrais citer un autre extrait de votre livre. C'est un texte de Tacite qui dit: autrefois, dans chaque famille, le fils né d'une mère chaste était élevé, non pas dans la chambre étroite d'une nourrice achetée, mais dans le sein et les bras d'une mère, qui faisait avant tout sa gloire de rester chez elle et d'être l'esclave de ses enfants. Aujourd'hui, au contraire, aussitôt né, l'enfant est abandonné à je ne sais quelle servante grecque. Alors, si on remplace grec par les nounous, notamment peut-être africaines, là encore, c'est vrai que ça colle à ce que vous essayez de décrire, David Engels, à propos de cette crise. Quand on parle de crise aujourd'hui en Europe, on parle avant tout d'une crise économique. Vous dites non pas qu'elle n'existe pas, mais qu'elle n'est pas la plus importante, que la crise avant tout que connaît l'Europe, c'est une crise d'identité. Tout à fait. À mon avis, la crise économique, aussi grave qu'elle soit, pour évidemment la majorité de la population, est quand même un facteur, un épiphénomène au fond d'une crise identitaire latente qui existe déjà au fond depuis la fondation de l'Union européenne, qui exprime d'un côté les différentes chances qu'a passé l'Union européenne, mais qui correspond aussi à un moment dans l'évolution de la culture européenne inévitable, et qui trouve aussi ses analogies avec le développement romain, où là aussi, au 1er siècle avant notre ère, on est dans une crise identitaire massive. Ah, mais vous allez même plus loin, David Engels, à propos de cette crise d'identité. C'est-à-dire, non seulement vous dites que l'Union européenne n'a pas réussi à juguler cette crise, mais que l'idée même et l'existence même d'une construction européenne est le signe de l'existence d'une crise d'identité. C'est-à-dire, sans crise d'identité, en gros, il n'y avait pas besoin de construire l'Union européenne. C'est ça qu'il faut comprendre ? Oui, aussi, tout comme au fond la constitution de l'Empire romain, ou en tout cas l'adhésion des différentes provinces, des différents États de la Méditerranée, parfois de leur propre volonté, à l'ensemble étatique romain, exprime la baisse aussi de leur sentiment régional, national, qui devient plus faible, je dirais, qu'une volonté d'adhérer à
un gros ensemble général. Et au fond, c'est ce qu'on voit aussi au XXe siècle, la construction de l'identité ou de l'Union européenne est en elle-même aussi un facteur ou un signe de la crise de l'État national qui perd de plus en plus son attractivité. Et vous allez très loin dans cette voie, ça m'a fait un petit peu bondir. Alors, encore une phrase de votre livre, hein, vous écrivez « Trouver des solutions à la crise d'identité européenne sera la clé de notre avenir ». Bon, jusque-là, tout va bien. Il s'agira de décider si le continent peut redevenir, après 65 ans d'agonie politique, un acteur important ou s'il reste une zone de libre-échange en pleine décrépitude. C'est-à-dire que pour vous, la construction européenne, l'histoire de l'Union européenne, c'est 65 ans d'agonie politique? Je ne dirais pas que les 65 ans d'agonie politique sont maintenant la suite de la construction européenne. Oui, mais ça colle exactement justement à l'existence de l'Union européenne quand même, hein, vos 65 ans. D'accord, si on veut, mais je crois que les deux, l'un va avec l'autre. C'est cette mauvaise conscience à laquelle faisait justement allusion Brice Couturier, hein, cette mauvaise conscience perpétuelle des Européens qui s'excusent pour leur histoire, qui s'excusent pour le colonialisme, qui s'excusent pour les croisades, pour leur religion, un peu pour tout, et qui sont, à mon avis, plus ou moins les seuls le monde à s'excuser de perpétuellement et qui se sont tout à fait retractés derrière l'homme. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vraiment vu des situations non analogues. Bon, il y a évidemment le développement technologique qui est une des différences entre les deux, mais ce n'est pas nécessairement un facteur de crise fondamental. Au contraire, on pourrait dire que même en dépit des différences très claires entre l'Antiquité romaine et le monde technique, on voit que néanmoins il y a de façon sous-jacente un dynamisme tout à fait parallèle. Et donc jusqu'à maintenant, je ne vois pas encore vraiment quelle analogie ne puisse pas fonctionner. Donc. Alors on va voir celle qui fonctionne a priori. La montée des votes populistes, par exemple. Ça, c'est une véritable analogie. C'est-à-dire lorsque un certain nombre de généraux romains reviennent de guerre et puis n'ont pas la place qu'ils souhaiteraient, ils vont se retourner vers le peuple, création des populismes. Et là, c'est une première comparaison qu'on peut faire entre cette République romaine tardive et puis ce qui se passe dans un certain nombre de pays de l'Union européenne. Tout à fait. Entre autres, d'ailleurs, moi j'ai essayé de structurer le livre selon une douzaine d'indicateurs identitaires fournis d'ailleurs par l'Union européenne, par l'Eurobaromètre. Donc au fond, je n'ai pas choisi moi-même les analogies qui m'arrangeaient, mais je me suis vraiment basé sur une liste presque imposée par cette institution statistique. Et puis alors j'ai essayé systématiquement pour chacun de ces référents identitaires de voir quel peut être le parallélisme, quel pourrait pas, ou quelles pourraient être des différences. Ouais. Donc, montée des populismes, il y a d'autres thèmes, effectivement, sur lesquels vous essayez de filer cette comparaison. Baisse de la natalité, montée de l'individualisme. Le problème de l'immigration, l'identité religieuse, le phénomène aussi de mondialisation, l'immobilisme politique qui s'accompagne d'une certaine montée de technocratie, le déficit démocratique, la crise aussi des valeurs traditionnelles, ce genre de choses-là. Donc une douzaine de référents qui me semblent structurer ces analogies. Alors, montée de l'immigration, par exemple. Oui, tout à fait. Donc à Rome, on observe aussi depuis la fin du IIe siècle et surtout durant le 1er siècle une immigration de plus en plus massive, à la fois d'Italiques évidemment qui vont à Rome pour profiter notamment aussi d'un système embryonnaire d'assistance sociale, mais aussi de plus en plus une immigration à la fois de personnes venant de l'Orient, de l'Antiquité, donc de Syrie, d'Égypte, d'Asie mineure, même plus loin, et immigration aussi par l'affranchissement d'esclaves qui viennent aussi très souvent donc des confins de l'Empire et qui à la fin dominent tellement aussi la population romaine que des contemporains s'en plaignent et disent maintenant à Rome au fond il ne reste plus de Romains. C'est ce qui est un petit peu troublant dans votre livre, je dois dire, David Henkel, c'est ce qui fait parfois tiquer, c'est que donc vous expliquez qu'à cette époque-là, d'une certaine manière, au bout d'un moment, les Romains ne se sentent plus vraiment chez eux, et que c'est aussi un petit peu le cas des Européens qui aujourd'hui ne se sentent plus chez eux, et qu'ils auraient peut-être intérêt à être moins ouverts à l'extérieur. Alors même si c'est l'historien qui parle, c'est quand même ce que l'on retient en lisant toute la partie qui justement traite de ces analogies. Oui, ça ce serait évidemment l'interprétation de la part du lecteur. De mon côté, en tant qu'historien, j'essaie vraiment d'esquisser les témoignages des anciens avec ceux des modernes. Donc c'est les anciens, c'est Juvénal, c'est Cicéron, c'est Tite-Live, c'est d'autres auteurs qui nous disent que les Romains ne se sentent plus à Rome. Et c'est les statistiques actuelles qui nous montrent que les Européens ne se sentent plus chez eux et qui critiquent
évidemment en large partie l'immigration. Il y a plus de 50% des Européens qui trouvent que l'immigration n'apporte rien, entre guillemets, à l'Union européenne. C'est un résultat de sondage, hein, c'est pas moi qui le dis, je le trouve aussi déplorable au fond que beaucoup d'autres. Et ce que je dis, c'est que à Rome, en tout cas, un des effets de ce genre de tendance-là fut l'institution d'un régime de plus en plus traditionnaliste, conservateur, comme le fut le régime augustin. Et si les analogies fonctionnent, c'est ce qui nous attendrait. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis juste que dans la poursuite de cette dynamique d'analogie, c'est ce qui se passera ici. Je n'émets pas nécessairement mon avis, mais je le considère comme inévitable. Alors, autre analogie. Alors, il y a beaucoup d'extraits. C'est vrai, quand on lit les textes qui datent de cette période-là de la République romaine tardive, c'est assez troublant, là aussi, parce que certains textes ont l'air d'être presque écrits pour eux aujourd'hui. Par exemple, un texte de Galien qui évoque l'individualisme, la montée de l'individualisme qui va à l'encontre d'une forme de solidarité, qui dit ceci: à Rome, on trouve une spécificité n'existant pas dans d'autres villes. Si quelqu'un meurt, même les voisins ne le savent pas, ni de quelle manière il est mort, ni quel médecin l'a traité. La raison découle de la grandeur de la ville et du nombre de ses habitants. C'est un texte qui pourrait totalement coller à notre époque actuelle. On va poursuivre cette conversation avec vous, David Engels, qui publie Le déclin, la crise de l'Union européenne et la chute de la République romaine aux éditions du Toucan, livre dans lequel il nous explique que si l'on veut savoir ce qui va nous arriver à nous, Européens, il serait intéressant de regarder ce qui s'est passé pour la République romaine, laquelle s'est transformée en empire suite à une forte crise identitaire, le manque de partage de valeurs spécifiques et communes. Et c'est justement l'objet de votre chronique ce matin. Brice Couturier, bonjour. À propos d'un livre que vous avez beaucoup aimé, c'est pas trahir un secret. Oui, Hervé, j'en avais déjà parlé dans ma petite chronique qui s'appelle L'Hebdo des idées il y a 3 semaines. Il m'avait paru effectivement très important. Quelles semblent loin, Hervé, les années 80 ? À cette époque, les peuples européens séparés en 2 entités politiques ennemies par le rideau de fer aspiraient convulsivement à se retrouver. Tandis que de notre côté du mur progressait l'intégration et le bien-être, de l'autre, les dissidents protestaient que leur pays appartenant culturellement à l'Europe et non à la civilisation soviétique avait été kidnappé, selon l'expression de Milan Kundera. Et oui, jeunes gens, l'Europe apparaissait alors comme un idéal désirable. Malgré les miradors, les vaupaux et la censure, les idées circulaient entre intellectuels européens dans la fièvre d'une semi-clandestinité, grâce à des revues comme Lettres internationales. Les colloques et les essais consacrés à l'identité européenne fleurissaient. Lorsque le rideau de fer fut enfin abaissé, un peu par surprise, nous vécûmes un moment d'euphorie qu'il est devenu très difficile de communiquer aux générations nées depuis lors. Nous célébrâmes sur le mur de Berlin, symbole de l'asservissement de l'autre Europe, nos retrouvailles dans la paix et la liberté reconquises. Des intellectuels américains, comme William Pfaff, on l'oublie, écrivirent que le temps des Européens était venu, que leur système d'intégration régionale était un tel succès que le monde entier devrait s'en inspirer. On allait voir ce qu'on allait voir. Bien des ex-68ards, je peux en témoigner, réinvestirent dans ce nouveau combat, faire l'Europe, les réserves d'enthousiasme qu'ils avaient sauvegardées. Et aujourd'hui, où en sommes-nous ? Pourquoi l'année 1989 semble-t-elle aussi lointaine ? Aujourd'hui, l'Union européenne est un machin lointain, une institution dépolitisée fonctionnant de manière impersonnelle selon les procédures d'un droit qui s'épaissit sans cesse, un marché bien réglementé,